Quelles questions vous viennent de ce que vous avez entendu tout à l'heure? Oui, vas-y. Okay. Bonjour. Donc, je demandais peut-être pour revenir avec un sujet qui a déjà été abordé dans un des cours qu'on a eu, de commenter vos relations que vous avez eues avec les chercheurs lorsque vous avez eu à rédiger des articles. Les relations avec les chercheurs, je crois que c'est comme toute relation avec les sources, elle se bâtit à la longue et on ne travaille pas pour eux, on travaille pour notre public. Donc on n'est pas là pour leur faire plaisir à eux, au même titre que je ne suis pas là pour faire plaisir à Jean Charest et faire une conférence sur le plan Nord, mais bien pour informer mon public. Donc c'est inévitable qu'à l'occasion, les scientifiques vont être en désaccord parce que, par exemple, on a interviewé un de leurs compétiteurs qui n'a pas la même opinion qu'eux, ou parce qu'on a parlé de leur recherche et qu'eux, ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que ça se trouve ailleurs que dans le Lancet, que ce soit un journal. Mais de manière générale, les relations se passent bien. C'est très rare qu'il y ait des accrochages parce que les scientifiques ont très peu de gens avec qui parler de ce qu'ils font. C'est pas même ma femme, moi, je veux dire. Donc, appelle, tu veux faire une entrevue facile, là, puis un sujet qui ça va bien marcher, là, trouve un doctorant là, qui vient de publier sa thèse, là, il va t'en parler, il va être heureux, il y a quelqu'un qui l'a lu, qui sait, écoute, ça va bien se passer, évidemment. Des fois, c'est les surprises qu'ils vont pas aimer, là. Par exemple, je pense à une fois où j'enregistre souvent mes entrevues, puis by the way, ça se peut que je fasse une balado ou que ça soit sur le web, mais les gens portent pas trop attention vu que je t'ai écrit. Là, tout à coup, s'ils s'entendent, oh, il y avait du son là-dessus de ma voix, là, ils sont comme plus à l'aise, tu leur expliques que tu leur avais dit. Finalement, oui, c'est vrai, c'est intéressant, ok. Donc, des fois, c'est des surprises qui vont, ou si c'était un peu informel dans un congrès, puis ils ne s'attendaient pas à ce que tu félicites, ils vont surpris de prime abord. Donc, peut-être d'essayer d'écouter les surprises avec les scientifiques, ce genre de choses-là, mais sinon... Il y a une chose, par exemple, des fois qu'on sent, c'est que tu n'es pas tout le temps le premier journaliste à faire une entrevue avec une félicité. Puis, ce que je ressens trop souvent, c'est qu'ils ont peur d'être cité parce qu'ils ont une mauvaise expérience, une ou des mauvaises expériences avant. Puis là, ils s'étaient dit qu'ils ne voulaient plus trop fitnessistes. Ils disent oui, je suis habitué de couvrir ce genre de sujet un peu plus technique, là, comme comme ça. Bon, tu les rassures. Je suis tout d'accord avec ce qu'Amélie dit. De manière générale, ça se passe très bien. Mais c'est ça, il y a aussi des sujets, par exemple, où là, ils sont plus sur les dents. Par exemple, les gaz de shale, il n'y a pas eu beaucoup de, malheureusement, vraiment pas assez de géologues qui ont été cités et interviewés par les médias. Mais bon, comme je pense que Valérie l'écrivait sur son blog, peut-être qu'il n'y a pas assez de géologues non plus qui ont accepté de donner des entrevues. Bon, moi, il y en a qui m'en ont donné, mais qui me disaient, puis je pense que je peux tenter, mais qui me disaient, vous, M. Clich, je vous en donne une, mais vous êtes le seul, parce que je vous en donne une parce que j'ai déjà vu ce que vous faites, puis j'aime bien ça, mais vous êtes le seul. Bon, ça, admettons que ça n'aide pas le point de vue scientifique à percer jusqu'aux médias, mais en même temps, c'est ça, sans doute une part de responsabilité là-dedans. En même temps, c'est ça, il y a aussi les médias eux-mêmes, les journalistes, nos collègues aussi, ne font peut-être pas tout le temps leur travail de rigueur et de résumé tout à fait comme il faut. Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose, j'en doute totalement. Moi aussi, dans ma carrière, les rapports scientifiques ont toujours été très, très positifs. Je pourrais vous raconter une exception mémorable. Mais. Non, je vais la raconter après. Mais en général, c'est sûr que quand il y a cette méfiance, parce que la grande crainte, c'est de voir arriver le journaliste et dire qu'est-ce qui va sortir de ça. Et je pense qu'il y a des techniques. Si vous arrivez, prenez le temps de les écouter, prenez le temps de vous enthousiasmer parce qu'ils font, prenez le temps de sortir de l'interrogatoire quasi policier, là, et surtout faire beaucoup l'effet miroir. En somme, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est ça. Si
à un moment donné, ils réalisent que ce que vous retenez de leurs propos sur du bon sens, les réserves tombent et ils finissent par vous confier. Des fois, ils finissent par vous dire hey, publie pas ça, mais je vais te raconter des années. Et là, tu rentres dans l'intimité, là, et c'est assez rapide quand ils sentent qu'ils sont en confiance. Donc, je dirais que ce n'est pas un problème général, à part les scientifiques du fédéral, parce qu'il y a une directive qui a plus le droit de parler. Là. Et là, c'est un problème politique. C'est ça. Mais je voudrais juste raconter une exception. Edgar Wilson, qui venait de se faire tirer une chaudière d'eau à la AAAS pour avoir publié Social Biology and Synthesis. Et donc, quand il est allé à Montréal et que je l'ai rencontré, j'avais lu son livre, j'avais lu à peu près beaucoup là-dessus, et je pense que j'étais très à même de faire une entrevue intéressante et intelligente avec lui. Mais il se méfiait tellement qu'il m'a donné aucune réponse. Toutes les questions que je lui posais, tel chercheur a publié là-dessus, allez le voir. Tel autre chercheur a publié. Vous lirez mon article là-dessus. Constamment, il m'a répondu par référence et j'ai eu droit à aucune réponse décente, digne de ce nom. Alors là, j'ai compris que j'avais devant moi un homme blessé et qui ne voulait pas... mais ça arrive, mais c'est vraiment des exceptions. Moi, je vous dirais que la télévision sont plutôt contents de participer. C'est une très grande visibilité et puis on est relativement bien reçus. Les affaires des fédéraux. Voilà, le problème, c'est effectivement, on n'a plus accès. On n'a à peu près plus accès aux chercheurs du gouvernement fédéral. Donc ça, pour les journalistes, c'est très compliqué. Il y a un sujet pas très compliqué sur un logiciel pour calculer l'espace entre un bateau et le fond de la voie maritime du Saint-Laurent. Écoute, on n'a jamais été capable de dépasser le relationniste. Non, il n'est pas question qu'on parle aux chercheurs pour se faire expliquer à quoi c'est quoi les enjeux, est-ce que ça va changer quelque chose sur l'érosion des berges, parce qu'ils ont une plus grande marge que prévu. Non, le relationniste va vous donner l'information. Le sujet, on ne le fera pas. On n'est pas là pour faire la promotion de ça. Alors ça, c'est malheureux. Juste pour ajouter quelque chose là-dessus, Pierre parlait de AAAS, c'est au Canada, c'est à Vancouver. Dans quelques jours, du 16 au 20, et je ne me souviens plus du jour exact, mais l'Association des communicateurs scientifiques, en collaboration avec la Canadian Science Writers, organise un panel pour dénoncer le fait que le gouvernement fédéral ne laisse pas ces scientifiques parler aux journalistes. Chose que le gouvernement américain laquelle est en train de changer de stratégie complète. À la NOAA, ils viennent de changer toute leur politique de communication et ils demandent maintenant aux scientifiques de ne plus passer par leurs relations de presse pour parler aux journalistes. Wow. Ils sont en train de ils se sont rendus compte qu'ils se tiraient dans le pied. Mais c'est très difficile. Des fois, un scientifique du fédéral publie dans Nature avec une équipe internationale. C'est pas ça. On parle aux chercheurs de... Tu as envie de citer, je suis ici, la pêche et Océan Canada, et puis tu peux pas, tu es obligé d'appeler le gars qui est à Londres, qui est son collaborateur pour une entrevue. Ça va? Donc, je vais demander d'abord aux étudiants du cours en priorité. Soyez pas gênés. Vous êtes, non? Bon, alors, oui, tout à l'heure, Jean-François, vous avez fait une distinction, enfin, vous avez dit que certaines rédactions distinguaient le domaine des sciences de celui de la santé. Je voulais savoir quelle rédaction faisait ce choix-là et pourquoi choisir de mêler les deux selon le média. Je ne me souviens pas de mes mots exacts, mais la santé, tous les journaux ont au moins un journaliste affecté à la santé parce que c'est une énorme, comme santé et éducation, c'est des très gros producteurs de nouvelles comme Beat. Il y a un côté qui est très politique, ça va beaucoup toucher aussi les gens. Est-ce qu'on construit un nouvel hôpital, où est-ce qu'on élève l'ancien, si on construit, où est-ce qu'on le fait. Bon, il y a beaucoup de décisions comme ça qui sont politiques, mais tandis que la science, c'est pas tous les journaux qui ont un journaliste attitré à la science. Le Soleil, avant que je fasse cette démonstration-là, mais par contre, il y avait personne au Soleil qui était vraiment attitré officiellement à la science. Je ne le suis toujours pas officiellement d'ailleurs, mais bon, juste pour ça, la science peut-être parce que c'est dans un angle mort, mais la santé, partout, c'est toujours couvert par tous les médias.
je dirais effectivement, personnellement, je considère qu'il y a une famille de journalistes que j'appelle les journalistes sociaux, l'éducation, la santé, le travail, qui sont un champ de couverture où tu couvres trois groupes. Le gouvernement comme intervenant, les pourvoyeurs, les entreprises dans l'environnement, les hôpitaux, etc., et les consommateurs, et tu dois couvrir ce triangle-là. Et ça, c'est très politique, c'est très dépenses publiques, etc. Donc la santé, le travail, l'environnement, l'éducation, pour moi, ça fait partie des journalismes sociaux. La science est à côté de ça. Effectivement, quand tu arrives dans la médecine, là, tu as un problème. Là, tu as effectivement une couverture scientifique d'un domaine. Quand Amélie disait qu'elle couvre la moitié de la politique, elle est au fond à moitié en sciences, entre guillemets, et à moitié journaliste social, au sens où je l'entends. Tu sais. Mais dans la plupart des médias, il va y avoir, même à Radio-Canada, même à Radio-Canada, tu vas avoir deux personnes, tu vas avoir des gens qui couvrent aux nouvelles, qui couvrent le secteur de la santé, puis les hôpitaux, les urgences, etc. Et tu vas avoir Michel Rochon qui va faire la science et la santé à côté, donc tu as deux personnes. On a quand même une journaliste scientifique au devoir qui fait parler de Pauline Gallette, va plus faire astronomie, physique, tous les autres titres à part qui ne sont pas environnement et santé plus qu'environnement de l'origine. C'est ça. C'est pour ça que la santé a un statut un peu particulier. C'est un gros morceau. D'ailleurs, les études sur les médias, donc la recherche sur la communication scientifique, quand ils étudient par exemple le New York Times, toute cette couverture scientifique, il y a à peu près toujours 50% et des poussières dans un quotidien ou dans un bulletin télévisé de la science au grand total qui est consacrée à la médecine et à la santé. Alors, on va vous permettre de poser vos questions. Oh, oui. Comment vous réussissez à vulgariser un sujet tout en gardant la complexité de celui-là pour le rendre intéressant au lecteur? Alors, dis-toi une chose, si les gens, si tu es absolument rigoureux, extrêmement précis, si tu mets tous les détails et même plus qu'il faut pour comprendre une chose, de toute façon, le lecteur, il va en comprendre qu'une partie. Il va en échapper, ne serait-ce que parce qu'il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas la formation, ou tout simplement à cause de la distraction, parce qu'il va le lire en diagonale, ou tout simplement parce qu'il ne retiendra pas. Et ce que le lecteur va retenir, c'est une infime partie de ce que tu as dit. Alors, plutôt que d'essayer de tout mettre dans l'encyclopédie en se disant « j'espère que les bouts qu'il va garder sont les bons », c'est bien mieux de décider quel bout tu veux qu'il garde. Et donc, tu commences en disant « OK, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les questions fondamentales auxquelles il faut que je réponde? » Et à partir du moment où tu pars de ça en se disant « voici les questions, là, tu n'ajoutes que ce qui est essentiel pour ça, de sorte que tout ton texte sert à ce que les gens retiennent l'essentiel. Tu es mieux de faire, toi, le travail de réduction, sinon le lecteur va le faire pareil et tu ne sais pas dans quelle direction il va le faire. Alors, la prétention d'être rigoureux, tu vas la perdre au niveau de ton lecteur. Tu es bien mieux d'être... Et remarquez que même les scientifiques font ça aussi. Même la science est une approximation à l'intérieur d'un cadre donné. Alors, pour moi, le problème, il suffit de dire voici ce que je dois passer comme message, voici l'essentiel, voici ce que je retiens de la recherche. Après avoir parlé à 4, 5, 6 personnes, voici ce qui va... Et comment je structure ce propos-là pour que tout le monde puisse le comprendre et le retenir. Et donc, il n'y a pas de problème. À mon avis, il n'y a plus de problème de rigueur après. Écrire un texte, que ce soit sur la science ou sur n'importe quoi, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe. Tu ne peux pas commencer à écrire tant que tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux dire. À partir du moment où tu as une idée claire, que tu comprends bien, puis que tu as une idée claire de ce que tu veux dire, là, le reste, ça se structure tout seul presque. Le mot important ici est presque. Ça prend juste 2 semaines. Puis avec la pratique, ça finit par être assez rapide. Là. Mais c'est ça, écrire un texte, c'est écrire un texte, peu importe sur quoi tu l'écris, c'est toujours le même principe. Il faut que tu comprennes ça sur quoi tu l'écris, puis que tu saches où tu t'en vas. Ça peut être aussi complexe d'expliquer la nouvelle loi sur les mines que de vulgariser un sujet de science. Donc, au bout du compte, le journaliste vulgarise. Je pense qu'il faut penser à la critique. C'est tandis, moi, j'ajouterais peut-être un bémol à ce que Pierre a dit, parce que faut pas sursimplifier non plus ce qui est un travers extrêmement fréquent qu'on voit dans les agences de presse, par exemple, et qui, à mon sens, est un cul-de-sac parce que le plaisir de la science, c'est le plaisir de comprendre. Et si tu sursimplifies, si tu
coupent les coins ronds parce qu'en disant, comme j'ai souvent entendu soit dans les conférences de presse, des trucs comme ça, ça, je n'en parlerai pas parce que le monde ne comprendra pas. D'un, c'est parle des gens pour des cons. Les journalistes, de manière générale, certains sont très brillants, mais de manière générale, beaucoup de Nobel qui sont sortis. Je ne plus là-dedans, mais le plaisir de la science, c'est le plaisir de comprendre. Et si tu sursimplifies, tu ne fais rien comprendre à personne, puis il n'y a pas de fun. Tu manques le parti, puis ton lecteur aussi, ou ton auditeur. Il faut résister. Souvent, les patrons de presse vont avoir le pied sur les breaks en disant « Oh, là, il faut pas que ce soit trop compliqué et tout. Pauvre lecteur, il faut comprendre qu'il est un peu con et c'est pas ça comme ça, mais grosso modo, c'est quasiment ça que ça veut dire. Mais je te dirais que dans les chroniques que je fais, où je réponds aux questions des lecteurs le dimanche, celles pour lesquelles j'ai le plus les réactions les plus enthousiastes, c'est celles où justement, des fois même, je me rends jusqu'au détail mathématique de par exemple, la formule, comment calculer l'amplitude d'un tremblement de terre. Ça, je m'étais vraiment rendu jusqu'au détail mathématique avec la formule expliquée en side. Mais ça, quand je fais ça, c'est là que j'ai le plus de réactions de gens qui font « Ah, wow, enfin je comprends pour vrai ce bout-là, ce qu'on fait semblant de nous expliquer dans les agences de presse, dans les grands médias en général. Maintenant, je le comprends. Enfin. Moi, j'ai une petite nuance par rapport à la télévision. À la télévision, contrairement à un papier, tu peux pas publier au paragraphe précédent. Tu peux pas tu peux toujours l'écouter sur tout.tv puis aller voir, mais quand tu l'écoutes, il faut que ton propos soit clair. Si tu sors de cette information-là puis tu n'as pas retenu, moi là-dessus, je veux dire que je suis proche du propos, je suis plus proche du propos de Pierre. C'est important. Et Dastou me disait, parce que je les ai rencontrés avant de venir vous voir, pour être sûr d'être un fidèle porte-parole, parce que c'est vraiment eux qui sont sur le terrain, et Dastou me disait, en télévision, il faut faire le deuil des nuances. Et souvent, par rapport à l'écrit, il dit dans l'écrit, tu peux les faire, ces nuances-là, parce que tu peux écrire, c'est toujours plus clair. La télévision, c'est l'image. Il y a aussi le public qui peut ça entamer à 18h30 et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, ce n'est pas de réduire la qualité du propos, mais c'est de le rendre et de le raconter d'une façon très claire. La clarté est fondamentale. Et souvent, il faut, et je pense qu'une histoire simplifiée, comme dit Pierre, c'est pas une histoire, tu as utilisé un mot, là, je l'ai pas retenu, mais c'est pas une histoire qui est banalisée. C'est simplement une histoire qui est racontée plus simplement. Et en tout cas, en télévision, c'est une règle fondamentale, c'est sûr. Les chercheurs, d'ailleurs, nous disent, les chercheurs, dans l'ensemble, nous trouvent relativement bons à vulgariser, ils trouvent qu'on parle de rien. Ils nous disent, vous êtes bons, vous avez l'art de bien les raconter, vous avez l'art de bien les illustrer, mais vous auriez pu en dire tellement plus. Mais juste 10 minutes. Par rapport à tout ce qui est critique scientifique, par rapport aux zones d'incertitude dans la science, comment vous faites du fait que vous n'êtes pas des spécialistes par rapport à la matière, par exemple à un sujet bien précis? Donc comment vous faites par rapport à la critique scientifique d'une nouvelle molécule médicamenteuse par exemple, ou bien d'une nouvelle théorie par exemple? Est-ce que vous vous référez? C'est l'importance d'essayer, tant que faire se peut, ce qui en peut toujours le temps, mais de toujours essayer de parler à un autre expert qui est actif dans le même champ de recherche, mais qui n'a pas participé à l'application et qui va avoir un regard extérieur. Puis des fois, c'est d'autant plus important que des fois, ça évite de faire une nouvelle avec ce qui n'en est pas. Des fois, les universités, puisqu'elles veulent qu'on parle d'elles, là, je ne parle pas d'une université au Québec nécessairement, mais des fois, elles vont faire des choix de mots, des tournures de phrases qui donnent l'impression qu'elles disent quelque chose, que la découverte est extrêmement grosse.
puis après ça, tu appelles le chercheur, un autre chercheur qui n'est pas là-dedans, puis qui regarde le papier, puis qui dit est-ce que je suis impressionné par ce qu'ils ont fait? Non, pas vraiment, c'est pas neuf. Tel aspect est neuf, oui, ça n'avait jamais été fait, mais tout le monde savait que ça pouvait, et ça fait rien avancer, quoi. Fait qu'il faut vraiment aussi, autant que possible, toujours le faire. Il faut toujours revenir aussi à la littérature scientifique, à la source primaire. Le communiqué de presse ne suffit pas, là. Il faut y aller lire l'article original, puis si on ne comprend pas bien, il faut quelqu'un pour nous l'expliquer, là, parce que faire du journalisme en se basant sur les communiqués de presse, ça ne marche pas plus en sciences qu'en études. Mais je vous inviterai à lire, simplement par curiosité, sans vous arrêter sur le contenu. Lisez les actualités de Scientific American, par exemple. C'est presque une caricature. Il y a toujours une nouvelle recherche qui présentait sa signification. Et les 2 derniers paragraphes, on cite toujours quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est pas si important que ça. » C'est presque de la caricature. C'est une recette, là. Il y a toujours, ils vont toujours chercher un autre point de vue pour essayer de nuancer les premiers paragraphes. Et bon, moi, ça me fait ce qui est rendu que ça me fait sourire parce que je sens la recette. Mais c'est vrai que je pense qu'en sciences aussi, des fois, ça vaut la peine d'aller chercher l'opposition, si je puis dire, au sens politique, peut-être, de voir qu'est-ce que d'autres équipes en disent. C'est un procédé douteux, par exemple, ce qui décrit là, parce que, en tout cas, personnellement, je pense que s'il faut, dans les derniers paragraphes, que tu nuances ce que tu écris en premier, parce que ce que tu écris en premier n'était pas vrai, change-le. C'est ça, moi j'aime pas ça. Effectivement, moi ça me fatigue un peu la Scientific American, mais c'est vraiment cette idée de dire ouais, bon, on va quand même laisser une marge de doute ouverte. Vous savez, la science, surtout en vulgarisation, en fait, Philippe de Reclos avait écrit jadis un livre qui s'appelle Le partage du savoir, et moi j'ai toujours dit finalement, on ne partage pas beaucoup de savoir en science parce que les gens n'ont pas nécessairement les bases pour comprendre. Moi, ce que j'aimerais qu'on réussisse à partager, c'est le doute, c'est l'ignorance. Ce qui est le fun de la science, c'est qu'on pose des questions, qu'on remet en question tout. Et si on était capable d'amener les gens et toutes les démagogues de ce monde à remettre systématiquement en question leurs idées préconçues, on ferait une bonne job. T'sais. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'être capable de remettre en question les choses que de transmettre des savoirs. Ma minute éditoriale. Je pense, je conclurai là-dessus, je pense qu'on a eu un petit débat tantôt sur l'importance de la spécialisation, la spécialité versus la polyvalence. On ne s'était pas compris dans les termes, mais je pense que tu l'exprimais bien. Un journaliste spécialisé va être moins pris dans ces pièges-là qu'un journaliste qui ne l'est pas. Donc, avec l'expérience, moi, je ne vous cacherai pas que quand j'ai un doute quelque chose pas sûr, j'ai compris, je me retourne vers Rogel et je suis toujours à peu près certaine d'avoir une explication qui va me guider en tout cas dans la compréhension. J'ai confiance en sa connaissance. Je dirais pas ça je dirais pas ça de n'importe qui non plus. Il y en a qui sont en devenir. Donc, c'est important aussi quand tu confies un reportage à un journaliste, il faut que tu t'assures qu'il maîtrise bien cette discipline. Peut-être pas. Dans le même sens que la question, peut-être qu'André va m'en vouloir, mais comment vous avez publié le premier article sur la méthode Zamboni? À l'époque, on était la même compagnie que CDD. Alors, c'est un papier qu'on a fait en collaboration avec la télé. Et essentiellement, on prenait des tours. Là. Des fois, on était le lead, d'autres fois, c'était CDD. Dans ce papier-là, c'était un truc qui a été fait pour la télé et nous on a fait un sommaire pour le journal. Et le problème avec ce papier-là, c'est qu'il manquait de nuances, il manquait l'opposition. La télé, on dirait des nuances. Mais le problème, c'était pas qu'on n'avait pas essayé, c'est que les scientifiques ont refusé de parler. Personne ne voulait condamner Zamboni. C'est un peu. Méfiez-vous, mais. À côté, ben, je sais pas, j'ai mes doutes. Mais ok, t'as dit, oh non, don't quote me. Alors, personne, et d'autres gens qui disaient, des gens qui n'aimaient vraiment pas la méthode, disaient, je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas lui donner de la crédibilité. Alors, on a souvent ce problème-là avec les scientifiques qui veulent juste qu'on parle de leur papier. Par contre, découvert, vous avez fait quelque chose de très critique et remarquable sur la méthode Zamboni. Nous, on a fait quelque chose de très critique, ce qui nous a valu un tollé de
réponse de tous ceux qui étaient pro Zamboni nous ont écrit. Tous les gens sur aux emplois au Québec vous ont regardé. On attendait plus de découvertes. En fait, on attendait que découvertes nous disent oui pour que le gouvernement change. C'est ça qu'on attendait. Et on n'a pas joué ce rôle-là, pas du tout. On a vraiment fait le. Très bon travail. Je pense qu'on a fait. Je pense que c'est Claude Dastou et France Desjardins qui ont fait ça. Je pense qu'ils ont signé un très bon reportage. Mais je vais vous dire, Dastou a pris le temps. On s'en est parlé récemment, justement, quand on a mis le blog en place. Je disais combien de lettres on a eu, de courriels on a eu sur ce sujet-là. Je disais une cinquantaine, il dit c'est plus une centaine. Et donc, il y a une centaine de téléspectateurs qui ont pris la peine de nous écrire, de manifester. Il y en a un qui a écrit pour dire à quel point on avait fait un gros travail. Il y en a 99 qui ont écrit pour nous dire à quel point c'était épouvantable, parce qu'à cause que Découverte avait fait ce reportage-là. Il perdait tout espoir. Il perdait à peu près tout espoir. Et Dastou a pris la peine de refaire dans une lettre de 6 pages son exposé le pourquoi sur les faits scientifiques. La science, voilà ce que la science dit et tout ça. Et là, vraiment, là-dessus, il a fait vraiment un boulot de journaliste exceptionnel. Avec les patients, c'est fréquent. Ouais. Nous, le problème dans l'écrit, c'est qu'on a fait un papier très positif, un papier très négatif, un positif. C'était vraiment confus, la couverture. Parce qu'il y a le problème de témoignage. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage d'arriver 2 mois après tout le monde. Avec la médecine, les patients qui attendent des thérapies miracles, quand on déçoit leurs espoirs en leur disant ce qu'il en est vraiment d'un point de vue scientifique, on va recevoir Qu'elles sont hyperbares. C'est exactement ça. Claude Dastou a aussi été mis au banc, à l'enfer, parce que sur les caissons hyperbares aussi, il a fait un article très très critique, un reportage très critique, et là aussi, il y a eu des plaintes de l'ombudsman, des lettres de protestation. Pour les enfants qui étaient atteints de on soignait et on voyait des grands projets quand on leur donnait un traitement hyperbare, et donc il y avait tout un lobby pour que le gouvernement reconnaisse ce traitement hyperbare, sauf que ça donne rien ici. Moi, j'aurais 2 questions pour nos panélistes. À part André, tout le monde à cette table semble avoir des problèmes et ou d'argent et ou de ressources humaines. Moi, je peux c'est vrai qu'en ce moment, on le sait, les médias ont un problème de modèle d'affaires dans la mesure où les dépenses augmentent avec la fuite en avant des nouvelles technologies et les revenus ne suivent pas. Parallèlement, donc on a ce contexte-là d'une part, et d'autre part, comme vous venez de dire, les journalistes scientifiques ont bien de la misère à faire entendre leur opinion dans un océan de propagande en tout genre qui est Internet. Les associations de patients ont un nombre de sites Internet et de forums de discussion où ils vont discuter 300 personnes de la lettre à envoyer à Découverte, mais il va y avoir plein de monde en arrière de ça qui va continuer à être persuadé que la méthode Zamboni était tout à fait justifiée et que c'est scandaleux de produire une émission comme ça. Donc comment vous pensez comme journaliste scientifique qu'on peut à la fois faire face à cette fuite en avant du modèle d'affaires qui ne marche plus, puis à arriver à tenir notre bout dans cet océan d'insignifiance qui est l'Internet et les nouvelles technologies, les Twitter et autres, où il s'écrit beaucoup de bêtises. Je vous invite à lire au passage mon blog demain matin sur une magnifique chronique qui est parue la semaine dernière dans le Journal de Montréal sur le fait que le changement climatique est une invention. Oui. Et Madame Eldradi Lévy, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, a des preuves. Donc, je vous invite à aller les voir. C'est très intéressant. Je suis pas une chercheuse qui travaille sur les climat, c'est une économiste. Oui. Ça mérite, c'est pas une journaliste. Non, c'est ça. Mais elle a beaucoup de supporters et de pouvoir. Donc, je vois sur la question, comme vous avez demandé, il y a un problème fondamental avec le public. Le public ne veut plus payer pour de la qualité. Alors, ils veulent de la marde, on va donner de la marde. Mais c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on en est là? Les gens veulent de la marde, donnons-leur de la marde, ou est-ce qu'il y a une solution ou quelque chose à envisager? Oui, la solution, c'est que oui, il y a des gens qui vont payer pour la qualité et on s'en va vers ça. Que les journaux vont devenir plus petits, mais plus spécialisés, plus d'analyse.
les gens ont besoin d'aide dans cette mer de l'Internet. Il y a toutes sortes de trucs, ils cherchent les guides. Et ça, c'est pour moi le futur du journalisme. C'est un peu les guides. On va faire les petits guides de chaque heure sur l'Internet. Ça va continuer. Les coupes de découverte n'ont jamais été aussi fortes qu'elles sont depuis quelques années. Historiquement, même dans les belles années de Fernand Séguin, ça n'a jamais été fort comme c'est depuis 2 ans. Sauf que si le nombre de rediffusions augmente, les gens vont à un moment finir par... Peut-être. On reçoit beaucoup, particulièrement la semaine verte, je reçois du courriel, plusieurs par semaine, 10, 20 personnes, non, j'exagère, 10 personnes qui nous écrivent par semaine pour nous dire encore des rediffusions, parce que chaque émission comporte une reprise. Il est évident. Mais nous, on a fait dans le cadre de ces 2 émissions-là, on a fait le choix de la qualité. Les budgets n'augmentent pas. Ça fait 20 ans, ça fera 20 ans au 1er juin, je suis à découverte. Les budgets n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Mais le coût a augmenté. Ça nous coûte beaucoup plus cher à produire. On a fait le choix de la qualité. On y arrive, je pense qu'on y arrive très humblement. Je pense qu'on y arrive encore. Le message de la direction de l'information est clair aussi. Ce qu'on veut préserver, on ne sait pas exactement l'ampleur du tsunami qui nous frappera, mais ce qu'on veut préserver, c'est la qualité du contenu, parce que ça, c'est la marque Radio-Canada. Donc, mais est-ce que les reportages seront aussi beaux à regarder? Ils peuvent être tout aussi intelligents. Je pense que la rigueur peut passer dans la façon dont on dit les choses, dans le contenu, dans la qualité de de l'information qu'on amène et de la façon dont on la traite. Est-ce qu'ils seront aussi beaux? On s'est fait un devoir, nous, depuis 24 ans, de faire une émission qui soit aussi agréable à la télévision. Chaque année, j'assiste à un congrès spécialisé pour les producteurs d'émissions scientifiques et je me citerai John Lynch qui disait « We're not here to teach, we're here to entertain ». On n'est pas ici pour enseigner, on est ici pour divertir. La télévision, ce n'est pas. Si vous voulez apprendre, c'est à l'université qu'on vient. Si vous voulez vous divertir intelligemment, vous pouvez regarder la télévision. C'est ça notre mandat. Alors, mais c'est aussi quelque chose qui est agréable à regarder. Quand tu compétitionnes le Super Bowl, hier, nous, à 18h30, c'est le côté d'envoi. Alors, c'est dur pour découvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre un gros morceau. Contrairement à ce qu'on faisait avant, où on s'effondrait si on mettait une petite. Mais si on met un gros morceau, on commence par Sidney Crosby, là, on est solide à côté du Super Bowl. L'année passée, j'ai ouvert avec un reportage sur, je diverge un peu, excusez-moi, mais je vais finir mon idée quand même. J'ai ouvert un reportage sur la magie du cerveau avec le magicien, comment ça s'appelle? On a battu le sujet. Donc, quand on fait des sujets qui sont grands, qui sont intéressants, qui sont bien ficelés, ça marche bien. Donc, il y a encore un public. Mais il y a encore un public, mais il faut qu'on soit capable avec les moyens qu'on a. Moi, j'ai peur parce que je suis celle qui, depuis, j'étais à la barre de cette émission-là, je suis à la barre de cette émission-là depuis 15 ans. Avec Pierre, on était d'accord. Je suis celle qui a guidé pour qu'on maintienne la qualité. Puis souvent, je me fais dire, c'est un petit peu trop. Non, c'est pas trop. C'est bon, c'est wow, les gens aiment ça. Mais c'est ça qui va être un peu ébranlé. À mon avis, c'est pas le contenu. C'est pas l'intelligence du propos qui va être ébranlée. C'est la facture. Oui. Bon, moi, j'aimerais bien revenir sur ce que Mme Borne disait tout à l'heure de Stormanie, finalement, avec le Scientific American, qui, quand il présente une nouvelle, je voulais me présenter avant, je suis pharmacologue, PhD en pharmacologie, donc une chercheure. Donc, je peux répondre à une petite question, peut-être que j'y viendrai dans mon exposé. Bref. En tout cas, je voulais revenir sur le Scientific American qui finit, après avoir présenté des choses, avec « je m'excuse, peut-être qu'il y a un autre monsieur ici là, qui ne croit pas du tout à ça » ou qui est bon. Et ça, d'après moi, c'est qu'ils ont présenté probablement cette compte-rendu de recherche sans tenir compte de l'angle que la recherche, toute recherche a un angle très précis. Et il ne s'applique que dans cet angle-là, et on appelle ça les critères d'inclusion quand c'est des patients, ou bien les limites de l'étude. Et je vous dirais que peut-être pas New England encore, ni même Nature, ni Science, ne vont demander aux chercheurs de spécifier, puis ils mettent ça maintenant en encart. Qu'est-ce qui était connu avant votre étude? Qu'est-ce qui était accepté par tout le monde?
qu'est-ce que votre étude apporte de nouveau et qu'est-ce que la personne clinicienne ou autre a besoin de savoir, le patient, pour bénéficier de votre recherche. Et ça, c'est d'après moi, en tout cas, devrait guider les journalistes scientifiques de façon relativement, peut-être pas certaine, là, mais en plus, cet auteur-là est obligé de mettre à la fin, justement, de l'article les forces de l'étude et les inconvénients et les limites de l'étude. On est tous obligés de faire ça. Si vous tenez compte, si vous essayez d'attraper ça avant de publier votre affaire, vous êtes confortable, je crois. Et si vous voyez un éditorial, contrairement à ce qu'Amélie a dit tout à l'heure, ce n'est pas une opinion banale, comme on dirait, c'est une opinion en journaliste. C'est pas une nouvelle recherche. C'est pas une nouvelle recherche. Mais c'est le consensus d'un chercheur très calé dans le domaine qui souligne encore les défauts, les limites ou les ambiguïtés. Alors donc, ça me paraît, moi, ça, quelque chose qui peut être intéressant à considérer certainement. Parce que je trouve que, évidemment, vous insistez beaucoup sur votre angle et d'autre part, je trouve que ce que Jean-François Clich fait maintenant au Soleil, c'est excellent, c'est vraiment très bien, félicitations. Quant au blog, tantôt je disais à Amélie, des fois, c'est vrai que les gens ne réagissent pas parce que, ben, c'est vrai. Ouais. Hein? On ne peut pas rien critiquer ni bon. Puis des fois, ça peut susciter des controverses, mais c'est pas toujours des controverses. Les controverses sont intéressantes, mais c'est pas toujours tout. Mais en tout cas, il y a plusieurs, évidemment. Les sources peuvent être variées. Là, en tout cas, si je reviens à Nature, Science, puis New England, il y en a d'autres beaux grands journaux, là, comme JAMA, British Medical Journal, il y en a d'autres. Et c'est intéressant. Et puis même des dossiers, tu sais, la place que tout ça doit avoir, pour moi, c'est tellement important d'avoir les dossiers de l'actualité, d'avoir Québec Science. Moi, je suis abonnée à ça, évidemment, depuis très longtemps. Il faut, parce que tous les médias sociaux, c'est trop rapide. Moi, je suis plus capable de lire des affaires trop rapides. Là. Je trouve qu'il n'y a rien là-dedans, finalement. Ça n'a pas de bon sens. Puis la référence n'est même pas là. L'autre fois, on a cherché quelque chose, on n'a jamais été capable de le retrouver. C'est fantastique, là. Ça, c'était dans le Soleil. En plus, excuse-moi, mais c'était dans le Soleil. Mais en tout cas, la référence, le vrai journal, le volume, le mois, l'année, là, pas le titre, puis le reste. Ça référence à l'article oui, de scientifique. Absolument. Moi, quand je lis ça, il faut que j'aille voir si c'est vrai. Puis pour savoir si c'est vrai, que je lise la méthode, la méthodologie. Sinon, je crois rien. Je crois pas. Des articles, je peux mettre sur le web, est-ce que vous mettez un lien? Mais dans un article, dans le journal, je vais mettre l'auteur. Les gens peuvent le chercher en faisant Google. Ben, souvent. Mais en tout cas, je vais revenir lorsqu'on cherchait, mais on ne l'a pas trouvé. Ils peuvent aussi écrire aux journalistes. Moi, à chaque fois que je publie des papiers dans l'actualité, il y a toujours des gens qui me demandent des références parce que oui, on ne les met pas dans le magazine. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire une bibliographie. Non, pas une bibliographie, mais quand c'est un rapport de quelque chose. Des fois, quand même, moi, je mets une référence complète en bas quand je réponds à une question. Mais ça, c'est parce que moi, je suis journaliste, je ne suis pas spécialiste en rien. Fait ça donne de l'autorité. Ça donne de l'autorité au papier. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça donne. Que moi, je n'ai pas, c'est pour ça que je le fais. Mais dans une chronique, ça peut s'y prêter, dans un article de nouvelle. La question de Valérie sur le modèle d'affaires est importante. Je n'ai pas saisi vraiment, je ne sais pas si vous avez vraiment abordé cette question-là, parce que ce que j'entends comme étant quelqu'un de l'extérieur de votre environnement, j'entends toute la difficulté d'établir le métier, de le rémunérer, de le stabiliser, de le faire exister. Et là, je vois des modèles d'affaires où on met beaucoup de gratuité, où on met beaucoup de libre-service, puis on entretient ça à des grands niveaux. Je ne sais pas, c'est quoi votre opinion? Est-ce qu'il faut maintenant faire ça pour assurer la survie, la vie des autres activités? Ou comment on arrive à transformer votre modèle? Vous voyez la transformation pour faire en sorte que... Dans cette histoire-là, une chose qu'on oublie souvent, c'est que la position de médias traditionnels, médias écrits ou téléjournal reste encore totalement dominante. Oui, il y a le web qui
qui est là, qui est très présent de plus en plus et tout. Mais c'est rarement, le contenu ne vient pas du web, il vient des médias traditionnels. En termes de revenus, elle est de moins en moins dominante. Ouais. Non, en termes de revenus aussi. Dans la presse écrite, l'actualité, je ne sais pas. Mais je veux dire, dans la presse écrite en général, des sites web de journaux, des sites web d'information qui produisent l'information, pas juste des agglomérateurs, là, qui eux sont des. Non, mais la concurrence, c'est d'autres médias, mais regarde par exemple les petites annonces. Non, mais je pense que marché qui est en train de disparaître complètement des médias, mais il est passé au pack, c'est gratuit. Tout à fait. De toute façon, nous, c'est souvent les mêmes propriétaires qu'avant, c'est juste que c'est les journaux qui les ont achetés. Mais je ne veux pas diminuer, je ne veux pas nier le fait qu'il y a en ce moment de très profondes transformations qui vont mener à de grosses parts d'incertitude pour l'avenir, effectivement. Mais surtout ces dernières années, là je suis peut-être un peu biaisé parce que vous savez, dans maintenant les négociations de convention collective, on s'est vraiment fait rentrer dedans, on s'est fait passer dessus, ça s'en va sans. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu une vraie crise, surtout aux États-Unis, qui était très dur, il y a eu des fermetures de journaux. Mais il y a aussi eu, puis je ne me souviens pas où j'ai lu ça, si c'est dans le New Yorker ou un autre, mais il y a aussi eu plusieurs journaux qui n'allaient pas mal avant et qui ont continué à faire de l'argent, moins pendant la crise, mais qui ont continué à faire de l'argent, mais qui ont profité de ce contexte-là comme pour faire des coupures dans leurs journaux, pour imposer des compressions à leurs journalistes et tout, alors qu'ils étaient déjà rentables, qu'ils n'avaient pas besoin de les faire. Mais pour le rester, ça va être quoi l'étape suivante? Moi, écoute, j'aimerais juste avec des pigistes bénévoles, on va trouver une... J'aimerais juste que vous ne survalorisiez pas non plus la qualité du panel ici. Si l'un ou l'autre d'entre nous avait la solution au modèle d'affaires, nous ne serions pas ici, nous serions en train de faire du fric partout dans le monde. Donc, je pense que oui, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un déplacement du marché publicitaire vers le web. Et cette année, pour la première fois de l'histoire, la totalité de l'enveloppe web, remarquez, c'est peu d'argent dans chaque site, mais à cause du grand nombre de sites, la totalité de l'enveloppe web a dépassé l'imprimé aux États-Unis, pour la première fois de l'histoire. La télé est encore dominante. Mais c'est pas les médias qui ramassent, c'est Google. Non. Alors, c'est ça. Et dans le web, donc, il y a beaucoup de publicité, mais qui va partout. Et principalement aux agrégateurs de contenu, c'est-à-dire Facebook, Google, etc., donc qui, eux, ne produisent rien. Donc, c'est ceux qui distribuent, qui font l'argent, et ils produisent rien. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur distribution? Ils mettent les nouvelles du New York Times. Et d'autres, là, mais Radio-Canada, CBC, etc., ou ABC. Bon, donc, ils prennent la nouvelle de médias qui investissent beaucoup d'argent pour la produire, et ils font de l'argent avec en la redistribuant. Alors, c'est sûr que là, il y a un problème, c'est que ceux qui font... Alors, éventuellement, ils vont devenir tellement riches que peut-être qu'ils vont pouvoir acheter le New York Times et le problème va être réglé. Mais pour l'instant, effectivement, il y a un problème. Il y a ceux qui produisent la nouvelle qui perdent de l'argent et il y a ceux qui la distribuent et qui font de l'argent avec. Il y a un problème. On n'a pas de solution et tout le monde du journalistique en cherche une solution. Ce que disait André, ça en est une, et moi je suis... Dire peut-être que les journaux qui veulent continuer à produire vont être obligés, vont approfondir encore plus et vont vendre un peu plus cher à un groupe un peu plus restreint et ils vont développer un modèle d'affaires fondé sur l'excellence de la qualité. Quoi? Devoir survivre. C'est ça. Alors peut-être que ça va être ça le modèle d'affaires, peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. Peut-être qu'ils vont devenir des agrégateurs de contenu. Il y a plusieurs hypothèses. On n'a pas d'hypothèse. Mais fondamentalement, les gens continuent à vouloir de la qualité, qu'ils la trouvent sur Google, ou qu'ils la trouvent sur Wikipédia, ou qu'ils la trouvent à Radio-Canada. Ils continuent à chercher de la qualité. Et plus il y a d'informations qui arrivent sur tous les Facebook du monde, plus les gens ont besoin de comprendre. Plus ils entendent parler de Zamboni, plus ils veulent avoir l'article de fond. Et donc, pour moi, le besoin d'information de fond demeure et est même plus grand aujourd'hui qu'avant. C'est juste une question de comment on va le distribuer. En plus, on a le rôle de le faire en français. Nous, on a un avantage qui est quand même fondamental. Mais j'ai pas de solution. Hein, Monsieur, vous avez la main levée depuis le début et je viens de voir. Je suis désolée, j'ai la tête tournée dans notre panel avec mes excuses. C'est pas grave, c'est une question légère. En fait, qui va ramener le tout à la discussion journalisme et scientifique. Il y a les deux mots, journalisme et scientifique. Ça
prend une limite un peu hybride pour patauger confortablement dans les deux. Puis bon, je suis pigiste en journalisme scientifique depuis une douzaine d'années, puis il y a comme à mes débuts, j'en parlais à des amis qui sont complètement dehors de ce monde-là, qui me disaient, est-ce que vous êtes surtout des scientifiques ou surtout des journalistes? Puis moi, à mes débuts, j'ai une formation en sciences, puis je disais, c'est important d'avoir une formation en sciences. Puis plus j'avance, plus j'adhère à ce que Pierre disait tout à l'heure dans sa première présentation, où c'est plus l'art de mettre en histoire. Là, je commence à adhérer plus avec une formation en communication, je serais peut-être meilleur. Mais je me demande en fait à quel point on peut vraiment séparer ça. Est-ce que ma question est pertinente? Est-ce que vaut mieux être journaliste ou scientifique? Ou il y a des gens ici qui suivent, si j'ai bien compris, un cours qui est un peu livré entre les deux. Parce que Hélène disait à quel point c'est nécessaire de quand même être confortable dans le milieu de la science. Tu parlais d'enchanter un projet tout à l'heure et tout ça, qui est comme ta référence dans certains cas. Donc, oui, il faut être confortable. Quand je viens du milieu des coms, est-ce que je suis aussi confortable? C'est l'expérience qu'il y a. Je lance le... Les deux, je ne sais pas dans la situation actuelle, mais pendant longtemps, à Découverte, c'était moitié-moitié. Ouais. À Québec Science, l'équipe qu'on a actuellement, il y a une scientifique, les deux autres sont pas formés en sciences. Moi, j'ai une formation en sciences. Je dirais que ça dépend. Si tu as une formation en sciences et que tu viens là avec la philosophie du chantre qui va faire les louanges de la science, qui va convaincre les masses, etc., tu pars avec, c'est pas la façon de partir, mais il y a beaucoup, et c'est pas négatif, il y a beaucoup qui commencent comme ça, qui sont fascinés, qui veulent partager leur fascination, mais quelque part, il va falloir qu'ils apprennent sur le terrain à développer des réflexes de journalistes. Et l'inverse est vrai aussi. Il y en a qui sont très journalistes, mais qui vont devoir se forcer pour comprendre la science, comprendre ce qu'elle disait tantôt, les limites de validité, les critères de sélection, être capable de lire des articles scientifiques, être capable de... Et ça s'apprend ça aussi. Jean-Pierre Roger n'a pas de formation en sciences, Yannick Villedieu non plus. Et on parle peut-être des meilleurs du Canada. Donc ça s'apprend aussi. L'idée, c'est de trouver un moment où un bon journaliste devient compétent dans ce domaine-là, où quelqu'un qui connaît la science va devenir compétent en communication. Et ça prend, c'est l'effort de le faire. Et ça prend quelques années. Peux-tu faire juste une réponse de Normand à cette question qu'on pose depuis très longtemps? Alors, ça pourrait être peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais je pense que la meilleure formation pour devenir journaliste scientifique, c'est une formation journalisme scientifique. Ça existe, on en donne. Personnellement. Dans mon cours, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont une formation en journalisme, et il y a des gens qui ont une formation en sciences, puis les deux vont y gagner parce que c'est un métier bien particulier, journaliste scientifique, puis ça s'apprend. Donc c'est la meilleure formation, c'est aujourd'hui, parce que moi quand j'ai étudié, j'ai une formation en sciences, puis j'ai une formation en communication, mais à l'époque où j'ai fait mes études, il n'y avait pas de formation en journalisme scientifique. Aujourd'hui, il y en a une. Là voilà la formation, c'est ça qu'il faut. J'allais justement recentrer ma question. Ce panel a été réservé et payé par... T'as raison Valérie, quand j'allais recentrer ma question, j'allais dire, est-ce que cette formation-là serait la solution? Est la bonne solution? Oui, sûrement. Voilà. C'est la meilleure. Moi, c'est... Julie, oui, vous avez la même. Oui. J'aimerais parler juste un peu de l'évolution de la pratique en parallèle avec le virage web, médias sociaux. Vous en avez parlé un petit peu, tout le monde, tout à l'heure. Le virage web, médias sociaux, c'est important pour les journalistes scientifiques dans votre cas parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Je pense aussi que ça donne une belle vitrine pour la science. On dit que la science est difficile à vendre. Avec ça, avec le fait que les gens du public puissent participer, intervenir, en quoi la pratique des journalistes scientifiques peut évoluer pour se servir de tirer profit justement des possibilités du Web 2.0. Comment on adapte notre pratique à ça, puis comment est-ce que c'est possible justement d'essayer peut-être d'intéresser davantage les gens à la science. On a la possibilité de diffuser l'information de façon beaucoup plus diversifiée pour essayer de toucher beaucoup de public aussi. Comment vous, votre pratique peut-être concrètement a été modifiée? Non, comment est-ce que la pratique, le web, en ce qui me concerne, ça ne change pas grand-chose parce que la presse écrite, peu importe que ce soit sur un papier, sur un ordinateur, c'est de la presse écrite. Puis se lire un texte, puis c'est tout le temps les mêmes affaires. Mais par exemple, dans votre pratique, vous vous êtes servi des questions du public pour créer
une chronique qui marche super bien. Ben, dans votre cas, c'est très concret et c'est très facile de répondre parce qu'on voit les effets. Ça aurait pu se faire à l'écrit aussi. Pardon? Ça aurait pu se faire par courrier dans l'écrit aussi. Tout à fait. Cela dit, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, puis on ne voit pas. Encore là, c'est comme pour le modèle d'affaires, c'est en train de se définir, je pense que tu avais raison, Colette. C'est que traditionnellement, on fonctionne dans un mode, les sociologues diraient paradigme, j'aime pas le terme, mais dans un modèle où tu as de l'information, les journalistes le prennent et le rentrent dans un tuyau, ce qu'on appelle les masses médias, et sort un texte qui est destiné à un public. Dans la masse média, c'est destiné à un public large, Québec Science, un peu plus restreint, le bulletin des ophtalmologues, c'est encore plus restreint, mais fondamentalement, c'est un pipeline qui amène l'information à un public. Là, tu as d'abord dans le web, tu as un public qui peut être beaucoup plus variable et à des niveaux différents. Donc déjà au départ, tu t'adresses à plusieurs niveaux publics, c'est difficile à sélectionner. Donc tu as tendance dans ta façon d'organiser le propos à l'organiser par différentes couches de complexité en disant à la personne qui veut savoir juste l'essentiel, on va livrer le texte sommaire, puis l'autre on va donner un peu plus, puis on va donner des hyperliens pour celui qui veut explorer. Alors déjà au départ, ton produit, tu le stratifies selon plusieurs publics, mais le gros changement, il n'est pas là. Le gros changement, il est qu'ensuite de ça, les gens réagissent, que ce soit dans les blogs et répondent à ton produit et des fois relancent le débat. Et je pense qu'on est en train, et là, pas moi, quand je dis on, je ne parle pas de Québec Science, où on a un site mort, comme je vous ai dit, mais je pense qu'on est en train de comprendre qu'il y a dans cette mouvance des lecteurs, comment on appelle, des internautes, il y a aussi des sources d'information et à un moment donné, il y a des sources de débat. Et je pense à un exemple, si vous lisez le blog de Jean-François Lisée, pour prendre l'exemple d'un des plus populaires au Québec actuellement, très souvent, il y a 18, 20, 22, 30 réponses à son blog et la plupart du temps, il passe inaperçu. De temps en temps, il va prendre une réponse et il va rebloguer à partir de la réponse de la personne, ils vont la relancer et il va créer une espèce de roue qui s'alimente comme ça. Et ça, c'est intéressant parce que là, on change le modèle. Là, le public répercute l'information, elle est redigérée, redirigée. Et ça peut être intéressant parce qu'on sort du schéma qu'on enseigne dans toutes les écoles de journalistes du mass média. Le modèle du 450 à Radio-Canada, et je ne sais pas si vous êtes au courant, Radio-Canada a des stations un peu partout dans toutes les régions au Canada, sauf que les régions périphériques de Montréal ne sont pas couvertes. Montréal, c'est un gros pôle, toute l'information est à Montréal, mais ce qui se passe à Sorel, ce qui se passe à Valleyfield, ce qui se passe à Joliette, ce qui se passe à Granby, toutes ces régions-là n'ont pas de station locale. Et donc, ils ne sont pas couverts. Sherbrooke, les Trois-Rivières, mais toutes les villes, et c'est quand même des villes de 30, 35, 40 000 habitants qui ne sont pas couvertes par aucune station de télé. Or, c'était impossible en termes de modèle économique que de créer des stations de télé dans chacune de ces villes-là, d'autant plus que, sans vouloir, comme toutes ces villes-là sont quand même des villes de couronne, leur intérêt est aussi beaucoup centré sur Montréal. Alors là, ce qu'ils ont décidé, c'est de mettre des équipes web qui vont répondre aux questions des gens. Puis quand les gens ont des choses à signaler dans leur quartier, donc faire une espèce d'équipe de répondre dans le web. Et à partir de ça, ils vont fouiller. Donc un peu comme ta chronique pour la science, le local est couvert par des équipes web. Et quand, en fouillant, ils découvrent des nouvelles informations, là, elles sont envoyées au réseau. Donc c'est les équipes de dialogue web qui vont alimenter finalement la machine. Ça, c'est un modèle un peu différent du modèle traditionnel des médias. Et donc, oui, il y a des expériences, il y en a d'autres dans le monde, mais il y a des expériences intéressantes d'une dynamique différente. C'est en train de se mettre en place. Et l'interview de Colette Braille, on va voir aussi. Vous parlez de ça? Non, mais on Oui, je voulais savoir s'il y avait une priorité dans le traitement journalistique dans les domaines scientifiques, c'est-à-dire si on priorise les sciences pures plutôt que les sciences sociales et humaines. La santé. Oui. Toutes les études le montrent, c'est toujours la santé qui passe en premier quand on étudie la couverture. Puis en second lieu, ce qui va jouer, c'est les intérêts personnels du journaliste. Ouais, il y a quand même des sujets qui sont. Il y a des sujets incontournables. La découverte de nouvelles planètes. Encore que là, maintenant qu'on a découvert le couple d'analogues relativement satisfaisant, là, ça va peut-être venir par slacker. Là. Mais l'espace en général, ça a toujours une fascination là-dessus. Puis bon, il y a
sûrement une couple d'autres qui... Mais ta question portait-elle spécifiquement sur les sciences humaines? Oui. OK, c'est parce qu'il y a un problème avec les sciences humaines. Moi, je sais qu'on a toujours voulu les couvrir, mais et je pense qu'à Québec Science, ils sont quand même assez bien couverts de façon générale des sciences humaines. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a une partie de l'appareillage conceptuel en sciences humaines où les gens ont l'impression de savoir déjà ça. Donc, ils ont l'impression de rien. Si tu fais un texte sur comment on doit élever nos enfants, même si tu cites plein de recherches de psychologues, les gens ont l'impression que c'est le gros bon sens, et ils ont l'impression de rien apprendre. De sorte que les gens pensent que tu n'es pas scientifique parce que tu... Alors, quelque part, c'est une caricature, mais on voit un texte et on dit, OK, y a-t-il 2, 3 planches du cerveau, là, la photoluminescence du cerveau qu'on peut mettre? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose pour donner l'impression au lecteur que là, c'est de la science, tu sais? Et j'avais même réflexe à la découverte, à un moment donné, si on pouvait mettre un peu de cerveau là-dedans, un peu... Et ça, c'est un des problèmes en sciences humaines. Le reportage sur les bébés de petits pois, les prématurés qu'on avait, on avait un reportage qui venait d'une grande chercheuse à Harvard, à Boston, qui avait fait une recherche pour démontrer que les bébés prématurés, si tu les cajolais, ils avaient un taux de réaction beaucoup, ils étaient stimulés, Une meilleure santé, finalement. Une meilleure santé, mais tu dis ça, puis tu as l'impression de dire tout le monde sait ça. Mais là, c'est une vraie recherche, c'est démontré. Elle a fait tout son protocole et tout. Mais tu fais 12 minutes à la télévision là-dessus pour te démontrer que si tu caresses ton enfant, il a plus de chances de bien se développer, puis il va être plus intelligent, puis ça, on ne savait pas faire avec ça. On l'a fait pareil, quand même. On l'a fait, mais on a demandé à la journaliste de refaire un peu. J'ai dit, on a l'impression que c'est une lapalissade. Peux-tu mettre un petit peu du contenu de la recherche là-dedans qu'on comprenne? C'est capable de 2, 3 planches du cerveau qui montrent le cerveau d'un puis l'autre. Là, les gens, là, c'est de la science. Et c'est toujours un débat énorme. Excuse-moi, Jean-François, c'est toujours un débat énorme. C'est bon. Une autre recherche était sur les jurys. Comment tu vas l'illustrer, la réaction du jury, la position, il y a un chercheur qui avait étudié ça, comment tu peux intimider dépendamment où il est situé, tout ça. Pas facile. Un problème aussi souvent avec ces recherches-là en sciences sociales, puis j'en viens, j'étudie ici en histoire puis en sociologie, c'est que c'est peut-être pas tout le temps assez quantifié. Ouais. Il y a des fois que je me souviens de quand j'étais à la maîtrise en sociologie, j'étais du côté quantitatif, là, je faisais ce que jamais c'était faire des stats. Les méthodes qualitatives, ça ne nous dit absolument rien. Mais un échantillon de 18 personnes, comme on trouve trop souvent, je pense, en sociologie qualitative, ben, c'est 18 personnes. Bon, on va passer à la défense de la recherche. En fait, moi, je suis une ethnographe. Je suis une personne qui valorise la recherche en profondeur sur les petits échantillons et les plantes. Et ce que je vous dirais, c'est que sur les recherches, par exemple, en matière d'environnement, sur les questions d'environnement, qui ont souvent des déterminants sociaux, sur les recherches sur l'obésité, sur toutes ces questions-là qui ont des déterminants sociaux. Souvent, les recherches en ethnographie permettent d'éclairer autrement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la complémentarité des recherches. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il y en a une qui est scientifique et l'autre qui n'est pas. C'est vraiment des approches qui sont différentes et que parfois, la recherche ethnographique permet de comprendre des phénomènes. Par exemple, en agriculture, là, je me souviens plus de la fameuse recherche sur les moutons, mais où il y a des phénomènes qui ont été observés par des mesures techniques scientifiques, mais qu'après ça, par des recherches ethnographiques, on permettait de voir que finalement, c'est des comportements humains qui venaient transformer l'environnement. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Là, je n'ai pas les études exactement en tête, mais donc il y a une complémentarité là, qui peut être intéressante, même si la recherche elle est moins dure, elle est moins probante sur le plan de la généralisation, qui permet d'apporter des nuances. Oui, l'ergonomie, par exemple, qui est fondée sur l'étude d'un poste de travail, un seul, pas 18, un poste de travail pour analyser une situation de travail. te donne un éclairage que tu n'as absolument pas dans une étude statistique. Ce poste de travail-là en particulier est analysé à travers une grille qui, elle, a été établie sur quelque chose de plus large.
On parle de complémentaire. Mais oui, on s'en là-dessus. Mais c'est vrai qu'en traitement média, on est en... Alors, il y a Xavier qui attend depuis tout à l'heure. Je viens de patienter pour cette deuxième question. J'ai juste une toute petite question, c'était pour savoir quel était le profil de l'auditeur moyen de découverte. Pardon? Le profil du spectateur moyen de découverte. C'est la population au-dessus de 40 ans, majoritairement, qui écoute l'émission. C'est une préoccupation qu'on vous mette les doigts sur. Même la moyenne est probablement 55 ans. Oui, c'est un public qui est vieillissant. Bien que tu parles à des gens qui écoutent tout ça en famille. Mais quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'il y a une proportion de petits-enfants qui accompagnent leurs parents qui écoutent l'émission. Mais. C'est le profil de la télé en général. Le profil de la télé est dans les vieux. C'est ça. Ce sont des hommes qui ont plus de 40-45 ans, je pense, majoritairement. Et de quel milieu social en général ils proviennent? Je pense qu'on n'a pas cette information. C'est le profil de Radio-Canada, donc forcément un peu plus scolarisé que la moyenne. C'est le profil de Radio-Canada. La seule émission, à Radio-Canada, après toutes les émissions partagent au fond le profil radio-canadien, donc des gens scolarisés, des gens d'un certain âge, vieillissants d'ailleurs. La seule qui est un peu hors profil, effectivement, la semaine verte est un peu hors profil. Beaucoup plus de gens de ruraux, des gens de campagne, des gens. Mais encore là, beaucoup plus. Les ruraux au Québec, c'est 4% de la population, il y en a 7% à la semaine verte, c'est pas la majorité, mais disons que. Mais sinon, c'est le profil moyen de Radio-Canada, donc relativement scolarisé, mais. Oui, alors, en fait, on a parlé de plusieurs choses, mais moi, je m'interroge, en fait, il y a des fois où c'est le sujet scientifique qui s'impose à la population. Je prends l'exemple parce que j'ai travaillé sur le dossier de la grippe H1N1, l'adjuvant. Y a-t-il quelqu'un avant 2009 qui savait ce qu'était un adjuvant? Alors aujourd'hui, on vous en parle, vous avez probablement tous une idée de ce que c'est lié à un vaccin, Donc, pour vous, cette espèce de, on peut dire, cette parcelle d'information qui émerge dans l'actualité, est-ce que vous voyez ça comme une valeur ajoutée? Est-ce que vous dites, bon, l'aspect scientifique reprend le dessus sur disons, l'actualité, et puis le citoyen va se faire une idée à partir d'une preuve, d'une base? Pour moi, oui, c'est clair. Ben, oui et non. Oui, effectivement, ça amène le sujet scientifique sur la place publique, mais en même temps, il faut voir ce qui se disait sur l'adjuvant et pourquoi cette question de l'adjuvant-là est arrivée sur la scène. Puis là, on s'en rend de la science. C'est la même chose avec la fluoridation de l'eau. Les radiofréquences. Pouvez-vous expliciter un peu? Ce qui se disait sur les adjuvants, de mémoire, c'était que ça causait, ça causait à peu près n'importe quoi. Là, ça causait à peu près tout. C'est un petit peu comme les radiofréquences d'ailleurs. C'était basé sur à peu près rien. Quelques études de Wakefield qui ont été complètement anéanties et même rétractées par la suite. Sur les radiofréquences, ceux qui militent pour le contre les contenus intelligents et recitent abondamment un rapport qui s'appelle le rapport Bio-Initiative de 2007, qui existe bel et bien et qui, oui, il y a eu plusieurs vrais chercheurs sérieux qui ont écrit là-dedans, sauf que les conclusions ne sont pas appuyées par ces textes-là, les conclusions du rapport. Puis ce rapport-là a été, démoli par à peu près tout ce qui se fait d'agences de santé publique en Europe, spécialisées ou non pour la radioprotection, ça dépend des endroits. Mais c'est encore cité abondamment. Fait que, bon, oui, ça remet le sujet général de la science à l'ordre du jour. Ça nous donne la job, ça nous donne une utilité, mais bon, c'est un peu décourageant. Pour moi, les adjuvants, c'est une question très intéressante parce que ça nous démontre d'une façon une démocratie dans le journalisme qui n'existait pas avant. Il y a 20 ans, quelqu'un serait plaint d'un adjuvant, il m'aurait écrit une lettre. J'aurais cherché dans la recherche, j'aurais trouvé un papier qui disait « il n'y a aucun problème », on aurait ignoré la question. Maintenant, il y a une gang de fous qui publie sur 1 million de pages web, et on ne peut pas l'ignorer. Alors, est-ce que ça c'est bon? En fait, comme je pense que oui.
C'est mieux d'en parler, c'est plus ouvert, il y a plus de transparence en sciences. Alors pour moi, ces gens-là, je les trouve intéressants, je dirais. Parce qu'on a beaucoup de courriels d'eux, mais ça nous force de penser, de faire notre métier un peu différemment. Et oui, ça nous permet de faire plus de sciences, pas nécessairement les meilleurs sujets. Ça, c'est un sujet qui ne vaut pas toute la couverture qu'elle a eue, parce que c'est pas important, en fait, mais c'est vraiment un exemple pour moi de comment le journalisme a changé. Parce que ça nous parle des commentaires sur les blogs, tout ça. Les groupes de dépression, les militants sont extrêmement présents. Ils vont commenter notre travail, ils sont là, ils vont tenter de gagner la crédibilité par toutes sortes de moyens. Donc, c'est un défi assez différent d'avant, dans le sens où on ne peut pas faire comme si ça existait. Moi, j'ai écrit une chronique sur les adjuvants qui disait que c'était une bonne décision scientifique et une très mauvaise décision politique. Alors, moi, je pense qu'on aurait dû avoir des adjuvants, mais pas durant une crise. Ce n'était pas le moment de l'introduire dans ce produit. Alors, c'est intéressant. C'est une différence entre la politique et la science. Ben, un bémol supplémentaire que j'ajouterais, c'est que dans les médias mainstream, là, je ne parle pas de qui que ce soit ici, mais ces vérifications-là, on dirait qu'on ne sait pas. Oui, ça a changé, c'est peut-être mieux maintenant qu'avant, plus démocratique, mais ça demande des vérifications qu'on n'a pas toujours le temps de faire dans des quotidiens, pas sur le champ. Ce que j'ai dit là sur l'initiative, j'ai écrit une couple de fois sur les radiofréquences. Je me suis rendu compte de ça vendredi dernier. Mais donc, on ne le fait pas tout le temps, certainement pas assez souvent non plus. Pas encore, peut-être que ça va changer, peut-être que non, c'est pas parti, on n'est pas parti pour avoir de plus en plus de temps pour écrire nos affaires. De regarder qui finance qui aussi, combien l'argent grâce auquel les groupes survivent et veulent nous influencer. On n'a pas toujours le temps de vérifier ça, mais il faut le faire. Je voulais savoir si vous vous retrouvez confronté des fois, non seulement avec ce que disait André Latumeau qui s'exprime et les groupes de pression, mais aussi avec les études de façon différente, j'entends, aux recherches. Parce que je pense que c'est toi qui as parlé d'une chroniqueuse qui était liée à l'Institut économique de Montréal. Ça, c'est un organisme qui fait des études, qui a tendance à les présenter comme des recherches. Il y en a de plus en plus de ces groupes de pression-là. Et j'ai eu cette expérience une fois, comme quand j'étais travaillé au centre de transfert pour la réussite éducative, et je reviens aux sciences sociales et je vous recommande la plus grande prudence dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des recherches très solides, mais faire très attention. Et entre autres, une étude de l'Institut économique de Montréal, sur l'erreur, qui faisait une étude sur les bons d'éducation, qui voulait démontrer que c'est une très bonne affaire, plutôt que tout est payant, mais on donne de l'argent à toutes les familles qui vont choisir l'école de leur choix, bien entendu, ce serait l'école privée qui serait la meilleure. La recherche, c'était présenté comme une recherche par les médias, alors qu'en fait c'était une étude, c'était essentiellement la lecture de 2 recherches, donc avec des gens du centre, on a regardé, c'était étonnant, donc quelqu'un qui avait déjà travaillé là-dessus. Et il s'est aperçu d'une chose, en lisant les 2 recherches, les 2 seules recherches qui étaient citées, il n'y avait pas d'autres, c'était des vraies recherches, c'est qu'il y en a une des recherches qui était carrément avec un résultat à l'inverse, mais il était allé chercher un élément pour appuyer une partie, et l'autre était beaucoup plus balancé. Donc soyez, je dirais, là, pour des jeunes, soyez extrêmement prudents, savoir si c'est une recherche qui a été menée dans les règles de l'art ou si c'est une étude. Là-dessus, il faut faire attention parce qu'il y a des études qui sont très bien faites, celles de Statistique Canada, qui sont beaucoup plus descriptives, des choses comme ça, à partir de faits, de statistiques ou d'autres choses, ou d'autres recherches ou des revues de littérature. Puis le dernier petit point aussi, il y a quelqu'un au départ qui avait parlé de... oui, c'est ça. C'est la question la relation avec les chercheurs. C'est vous, je pense qu'elle parle. La relation avec les chercheurs en sciences humaines, sociales, soyez très prudents quand un chercheur s'exprime et qui commence à parler très librement. Parce que j'en ai connu un qui un jour s'est retrouvé, est arrivé à une réunion avec le Journal de Montréal dans les mains, il était cité à la une, comme quoi il était en faveur du port de l'uniforme. Et puis là, il était désespéré parce que c'était pas vrai d'abord, il était pas pour, mais il avait été trop nuancé. Et je dis comment ça se fait? T'as-tu déjà fait une recherche là-dessus? Il dit non, mais on parlait d'une autre affaire et puis il m'a amené là-dessus, puis moi je lui ai donné mon opinion.
Soyez très prudents de s'assurer qu'ils sont vraiment, de toujours faire la même chose, d'être basés sur les recherches et pas sur les opinions, y compris des chercheurs. C'est vraiment une... Mais j'aimerais savoir si vous avez je dirais pas vous faites tout un travail très sérieux dans les médias sérieux, mais est-ce qu'il y a une certaine pression pour des raisons de tirage, de publicité, pour que vous abordiez des sujets soit plus faciles ou sur des choses qui sont plus spectaculaires, qui viendraient, non? Moi, je ne me gêne pas pour le dire à mon patron s'il m'arrive avec une étude puis que ça lui semble intéressant via le communiqué de presse pour lui dire ben, c'est pas scientifique pour telle raison, c'est un lobby qui l'a produit ou c'est un simple sondage sur Internet. Donc, je ne me gêne pas pour lui dire quand c'est sans intérêt. Des fois, ces études-là peuvent être intéressantes aussi. Pas quand elles sont produites par le Institut économique des moyens. Non, c'est ça. Mais Nathalie, ça donne une bonne chaîne-back extraordinaire. J'ai rentré dedans aussi. C'était pas facile. C'est le fun. On se retient. Mais des fois, ces études-là vont peut-être pas nécessairement dans la qualité de la bibliographie, mais dans certains arguments qu'ils vont amener vont être intéressants. Peut-être pas pour un article, mais non, pour une entrée de blog dans tel domaine, tel argument qui est soulevé. Parce que bon, ça marche dans les deux sens. Là. Il y a l'Institut économique de Montréal qui a une certaine réputation qui en grande partie méritée. Mais il y a l'autre, il y a un think tank de gauche qui a commencé il y a un certain temps. Et qui est très souvent cité dans plusieurs médias mainstream. Beaucoup de groupes environnementaux. Comme si c'était. Comme si c'était. C'est ça, mais comme si c'était. Comme si il n'y avait pas de problème, comme si c'était crédible et tout, alors que bon, c'est juste l'équivalent, comme une translation, une réflexion de l'Institut économique de Montréal. C'est pas mieux, mais. Moi, j'ai pas de pression pour faire certains papiers. J'ai beaucoup d'autonomie après tout le temps que je suis là. Mais il y a une concurrence pour l'espace. Il y a une place limitée dans le journal. On veut avancer le meilleur papier possible. Je ne suis pas stupide. Je ne vais pas faire des papiers archi-plates juste pour montrer que je suis intelligent, je suis scientifique. Je ne vais pas faire ça. L'entertainment, ça fait partie de notre travail, etc. Je n'ai pas honte de le dire. C'est important que ça soit lisible, intéressant, etc. On va faire des petits sujets plus légers que d'autres, on alterne. Comme les gens me disent, tu as fait ça pour vendre des journaux. Moi, je ne suis pas sur commission. Je m'en fous que l'autre vende rien de ça. Ça n'a aucune importance sur mon salaire. Mais je veux faire des choses intéressantes. Je veux que ça soit lu, etc. Alors, il n'y a pas de pression ici. Il y a toutes sortes de pressions inutiles. Comme ça, qu'on peut donner. Voilà. Il y avait une autre question? Justement, puis c'est pas grave, ça peut y aller. Tantôt, Jean-François parlait du fait qu'on n'a pas tout le temps, quand on est dans un bon quotidien, faire toutes les vérifications d'usage, toutes les recherches qu'on devrait faire peut-être, parce que le temps nous manque, parce qu'il faut créer beaucoup, il faut produire beaucoup. Justement, du fait que les gens du public sont beaucoup plus, pour eux c'est beaucoup plus facile de vous checker un peu, parce que c'est facile d'écrire un commentaire, d'envoyer un email, de dire ça c'est pas vrai, moi je le sais parce que. Est-ce que vous vous sentez surveillé davantage ou est-ce que vous changez? Je me sens surveillé. Puis mais c'est pas une mauvaise chose. C'est comme ça te garde droit, ça te place la barre haute. C'est sûr que bon, c'est un peu stressant des fois. J'avoue que le dimanche, quand je reviens du chalet, puis je sais que quand j'ai pas internet là-bas, pas un téléphone quand ça éteint. Quand je reviens chez nous le dimanche, j'ai hâte d'aller voir mes courriels électroniques pour être, même si j'ai fait plein de vérifications, pour être vraiment sûr que je n'ai pas écrit de niaiserie puis que je me trompe. C'est un peu stressant, oui. Mais c'est le métier, là, je veux dire. Est-ce que c'est un stress qui est un peu motivant dans le sens que, ou bien est-ce qu'on pourrait aussi peut-être vous servir de ça pour avoir
plus de temps ou produire moins, dans le sens que, comme les gens c'est beaucoup plus facile pour le public d'aller gratter et dire ça c'est pas vrai. Mais tu sais, est-ce que vous pourriez vous servir de cette nouvelle dynamique-là, qui est un peu contradictoire avec le fait de faut produire, ouais, sauf qu'il faut produire beaucoup mieux parce que les gens, ils grattent pas mal plus. J'ai pas l'impression que les gens grattent plus c'est les experts. qu'avant. Il y a peut-être plus que... L'Internet, c'est vraiment l'empire de la rumeur. C'est un retour à l'ère des ténèbres, de ce point de vue-là. C'est bon. Peut-être qu'il y a plus de gens qui sont influencés, mais encore là, ceux qui nous répondent sont absolument convaincus qu'eux savent de quoi il s'agit, comprennent extrêmement bien. Qui t'écrivent sur un ton papal, telle étude, telle recherche, ils se sont complètement fourrés, ou alors c'est tous des vendus. Moi je le sais, c'est telle affaire, puis là, citation comme d'autorité, mais sauf que tu vas sur le site, puis tu te rends compte que c'est un site conspirationniste, et bon. Il y a peut-être un peu plus de ça, mais non, c'est ça. Mais pour la pression, tu choisis un métier, ta job va être imprimée à des milliers, sinon des dizaines, ou même des centaines de milliers d'exemplaires. C'est dans l'ordre des choses. Si tu veux pas de réaction, je dirais poésie. Ouais. On se sent surveillé, mais des fois c'est positif. On peut faire, surtout avec la nouvelle politique, je fais beaucoup de politique de la santé. Le ministre fait une annonce, ça a l'air bon, tu fais un petit guide pour le web, 300 mots. Tu vas avoir des réactions, puis les gens vont dire « Hey, en 1979, le gouvernement a dit exactement la même chose. » Oh, ok, je connais ça. Et ton papier pour le journal est beaucoup plus approfondi, plus intéressant. Des fois, les gens trouvent des fautes. On peut faire des fautes sur le web facilement, mais ça peut se corriger avant que ça arrive dans le journal. Alors, c'est pas toujours bon. Des fois, on est surveillé par du monde qui vont préférer pas savoir. Bonjour, je m'appelle Mélanie Saint-Hilaire, je suis journaliste pigiste en magazine. On a beaucoup parlé des obstacles et des difficultés liées à l'exercice de la pratique du journaliste scientifique. J'aimerais qu'on parle du plaisir maintenant qu'il y a à faire à ce job-là. Et je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous aimeraient présenter un projet qui le fait vibrer, qui a été intéressant, important aussi peut-être. Puis comment vous êtes venu à l'idée qui a mené à ce projet-là? Pour que moi, je vous invite après ça, je fasse la même chose. Moi, je pourrais donner deux exemples. Un qui a été... en fait, je vais raconter quelque chose. À un moment donné, j'avais commencé pour Québec Science à fouiller la question de la fluoration de l'eau. Et je suis parti avec peut-être un préjugé favorable que... il y avait Camille Sanson, il y avait les pèlerins de l'amour infini, il y avait quelques groupes qui étaient férocement, les créditistes, qui étaient férocement contre, mais toute la littérature, moi je trouvais la santé, toute la littérature me semblait dire que c'était bien bon. Et j'ai commencé à fouiller ça pour Québec Science, et plus je fouillais, moins j'étais certain que c'était si bon que ça et si évident. Et je me suis senti très mal à l'aise d'être, à un moment donné, de tendre à me ranger avec une gang avec qui je ne voulais pas être associé. J'avais de moins en moins envie de le faire, et de sorte que Michel Gautrin, qui à l'époque était pigiste au même magazine que moi, qui a commencé à fouiller ce dossier-là, j'avais dit « Bravo Michel, je te le donne ». Et il a fait un travail absolument remarquable, très critique, et effectivement, qui remettait beaucoup de choses en question. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour Michel, parce que je me suis dit, dans le fond, si j'avais eu du courage, c'est le texte que j'aurais fait, mais j'avais été un peu mal à l'aise. Des années après, il y a eu, à la suite du vaccin sur la méningite, justement, l'autisme, les maladies, etc. Il y a eu beaucoup de choses, sauf que j'ai trouvé que il y a eu des aberrations qui viennent dans le tout au moment donné, qui s'est mis à sortir des conneries, etc. Mais en même temps, j'ai trouvé que la force avec laquelle, j'allais dire, le lobby pro-vaccinal, et je le dis sans arrière-pensée, écartait
et s'en prenait à tous les journalistes qui avaient le malheur de ne pas répercuter leur credo. Même Alain Borgognon, qui avait fait au point un reportage absolument remarquable sur les complications vaccinales, s'était fait dénoncer devant l'Ombudsman. Et là, à un moment donné, je me suis dit, trop, c'est trop. C'est rendu qu'on n'a plus le droit de parler contre les vaccins. Et j'ai décidé à un moment donné que je n'allais pas faire le coup de la fluoridation de l'eau et que j'allais fouiller le dossier, j'allais aller au bout. Et j'ai fait un article de 20 feuillets, énorme article dans Québec Science, dossier complet sur les vaccins, qui était assez critique d'ailleurs sur la vaccination. Et ma grande satisfaction, c'est là j'étais content parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, puis je repoussais ça parce que encore là, je ne voulais pas être associé aux Guylaine Langto et autres obscurantistes. Sauf que il y a, et je ne rentrerai pas sur le fond ici, le monde médical exagère l'efficacité des vaccins et sous-estime les complications et de manière systématique et systémique. Et je pense qu'il faut que ce soit dit. Et ma grande satisfaction, c'est que l'article qui était quand même assez critique du discours de la santé publique sur les vaccins, écoutez, j'ai eu une réaction négative de quelqu'un du domaine de la santé publique à qui j'ai parlé au téléphone après, puis il m'a dit, dans le fond, vous avez raison, mais c'est parce que bon, etc. Mais ça passait, j'allais dire, j'ai eu personne qui s'est levé contre... et ça, j'étais assez contente, parce que je pense que c'était un article qui était très long, mais j'étais content de l'avoir fait, parce que je trouve que à un moment donné, il faut avoir le courage aussi de mettre les nuances lorsque les gens ne les font pas. Ça, c'en est un. D'autres choses, il y a des articles, des fois, où tu es le premier à parler de quelque chose. J'ai fait quelque chose sur les oligo-éléments à un moment donné, avant que tout le monde en parle. J'ai fait, peut-être pas le premier, mais sur la robotique. Au tout début, je suis allé à un moment donné à un congrès de l'automobile et c'était la première fois que les robots dans le domaine de l'automobile rentraient. J'étais allé à Dan Murray rencontrer pour la première entreprise qui faisait des robots. Et donc, j'avais parlé des robots à un moment donné avant que ça devienne un sujet populaire. Et c'est sûr que quand tu fais des articles comme ça ou des reportages en télé et que tu es parmi les premiers, l'interféron que j'avais fait à un moment donné au moment où on commençait à parler de l'interféron, c'est sûr que des fois, tu as l'impression d'être en avant de tout le monde et ça, c'est bien agréable. Oui, je dirais grosso modo, toujours le même genre de plaisir qu'on a de satisfaction professionnelle en journalisme, avec les premiers à parler de quelque chose où il y avait eu le Viagra féminin, c'était je l'avais sorti en premier, les gaz de chêne. C'est en mars 2010, j'avais, en faisant un article du Globe, mais qu'apparemment personne au Québec avait lu ou avait saisi l'importance, parce que là, c'était des résultats d'un vrai forage avec la vraie technique et tout, là, et qui donnait qui avait donné des résultats commercialement intéressants. Puis là, on sortait des calculs théoriques de potentiel, de ce qu'il y avait en dessous. Puis là, c'était la vraie affaire, ça marchait pour vrai. On venait de changer de ligne. J'avais mis sur mon blog, regardez ce qui se passe à Rive-Sud, là. Il y a quelque chose d'important. Il avait fallu que je tombe dans le pouvoir du boss. J'en parle dans ça. À l'époque, ça a bien changé après ça. Fluoridation de l'eau aussi, quand le débat avait été fait à Québec, j'avais commencé, puis j'ai fait un peu le chemin inverse de faire là-dessus. Je voulais, au départ, mon projet d'article, c'était de présenter le pour et le contre, qu'est-ce qui disait des deux côtés de la clôture. Puis j'ai fini par me rendre compte en lisant la liste de toutes les agences de santé publique qui étaient pour et les collèges de médecins au Canada, États-Unis, en Europe, un peu partout. D'une part, bref, une énorme crédibilité de ce côté. D'autre part, j'avais aussi fait l'exercice de retourner aux sources que citaient les opposants pour me rendre compte que les études qu'ils citaient étaient souvent citées comme le tout proche. J'avais fini par me dire, bon, je vais me faire crucifier, mais ma job, c'est bon, ça fait partie du métier. Puis ma job, je peux pas présenter, je peux pas mettre les deux choses sur le même pied. De la même façon que s'il y en a un qui me dit que c'est les bleus, puis qu'il y a un autre qui me dit que c'est orange, je peux pas faire comme si les deux éléments étaient là. Donc j'ai écrit un article avec un gros article en toute la fois du soleil, où j'exposais ces faiblesses-là et la solidité du camp des pauvres. Je me suis effectivement fait crucifier le lendemain. Puis là où j'étais content, c'est qu'il y a des médecins qui m'ont dit « Hey, mais t'es qui toi pour te prononcer là-dessus? » Puis là, je leur ai dit « Ben écoutez, je vais expliquer la démarche. Je leur ai expliqué pourquoi j'avais
choisi de ne pas juste présenter les deux côtés. Puis après ça, il m'avait répondu « Ah oui, effectivement, je vois la démarche, je vois qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez voulu faire, et oui, effectivement, ça se défend, lier mes affaires. Fait que ça j'étais vraiment content parce que j'étais fier de moi parce que c'est la job de journaliste de faire ça. C'est pas vrai que la job d'un journaliste, c'est juste d'aller voir les uns et les autres et de citer les deux contraires. À un moment donné, il faut essayer de voir où est-ce qu'elle passe la ligne de la vérité. Est-ce qu'elle penche plus vers les uns ou plus vers les autres? C'est notre job de faire ça. Même si on ne le fait pas tout le temps, on n'a pas tout le temps de le faire, mais là, je l'avais fait. Moi, je vous dirais que ça m'arrive assez souvent le dimanche à 18h30. Dans l'émission avec mon verre de vin, ça part, j'ai une énorme fierté. Quand on a réussi à faire une belle émission, un bon magazine pour moi, parce que j'aime le format magazine. Il est bon quand il est intelligent, quand il est diversifié, autant dans son contenu, parce qu'on a parlé de 4, 5, 6 sujets. Quand on réussit à rappeler 6 sujets, je suis super contente. Et quand on a des formats différents, quand on a une chronique, quand on a un flash-out, on retourne dans le temps dans un aide-mémoire, ça pour moi, et quand l'émission, moi je me le dis toujours, ce qui est important, une émission ça dure 59 minutes 30 secondes. Il faut que ce soit bon jusqu'à 59e minute 30 secondes. Et quand je le regarde, depuis que je dis on a fait du bon boulot. Quand je regarde ça, puis je suis très fière, ça m'arrive, puis ça m'arrive aussi à la semaine ouverte. J'ai encore, après 20 ans de découverte, j'ai juste 2 ans à la semaine ouverte, 3 ans, c'est ma 3e année à la semaine ouverte, mais j'ai encore énormément de fierté quand je regarde l'émission et je dis « Wow, ça c'est un bon show ». Ça m'arrive souvent. Je n'ai pas d'exemple spécifique plus, mais je pense que c'est un extraordinaire métier, c'est un très très beau métier. Moi, je suis une personne d'image, mais j'étais aussi à la base, moi j'ai fait des études en géomorphologie structurale. J'ai commencé, j'ai pas une immense carrière comme journaliste, mais ma carrière de journaliste, je l'ai faite comme réalisatrice. J'étais plutôt habile dans ma scénarisation et tout, dans mon rapport avec les journalistes. Et je pense qu'on a contribué à faire avancer le journalisme scientifique. Et je pense que c'est un très très beau métier. Découragez pas, c'est belle La première question, c'est pourquoi est-ce que c'est un bon métier? J'ai une indépendance totale. Je fais ce que je veux. Essentiellement, je m'habille comme je veux, je me réveille quand je veux. C'est pas normal, ça. On est très bien payé. Je fais 3 fois plus d'argent comme relationniste. Pour sa génération. Mais oui, c'est ça. Mais 3 fois moins qu'un relationniste. Oui, absolument. 3 fois moins qu'un relationniste, mais quand même, on vit bien. Je voyage le monde, j'ai vu le monde au compte de quelqu'un d'autre, c'est beau. J'apprends des choses intéressantes, mais le plus important, j'apprends des choses tous les jours. Ça, c'est vrai. Tous mes lecteurs, j'espère, apprennent des choses tous les jours. Sur la question, quand est-ce qu'on est fier? On est fier, moi je suis fier quand je fais une différence. Même une très petite différence dans la vie d'une personne, le garçon qui reçoit ses cellules souches parce que tu as fait un papier, puis ça a été posté sur le web et que quelqu'un en Australie avait un match. Des choses comme ça, c'est magique. C'est arrivé ça? C'est arrivé? Oui. Alors, des petites choses, ça c'est juste une personne. Et ensuite, des fois, juste par chance, moi j'ai fait beaucoup de papiers pour, je ne vais pas dire combien d'années, sur le sang contaminé. Et j'ai tombé sur ce dossier totalement par accident. Oui, comment c'est arrivé? J'écrivais sur le sida, à l'époque, c'est les années 80, et on écrivait beaucoup sur la statistique, parce que les chiffres montaient en flèche. Et un rédacteur m'a dit un jour, il y avait toujours notre fameuse carte avec les homosexuels, les haïtiens, les communautés, le club 4H. Le rédacteur a dit, le 2% là, hémophile, c'est quoi ça? C'est des gens qui reçoivent du sang. Oui, mais le sang, on peut avoir le sida du sang. Oui. Puis on écrivait ça comme c'était un fait, là, c'était vraiment. Mais va me trouver des gens comme ça me semble que c'est intéressant, ça. Non, ces gens ils vont mourir s'ils n'ont pas leur sang, c'est pas intéressant. Non, vas-y, on va faire color piece. Puis je commence à fouiller comme là-dedans, puis j'ai trouvé
La première histoire que j'ai faite, c'était sur une famille au Nouveau-Brunswick où il y avait 4 frères infectés par le sida, ils étaient tous mourants. C'était vraiment une histoire de poignant, émotionnelle, puis j'ai commencé comme ça, puis le monde commence à t'appeler. Soudainement, tu réalises, il n'y a pas 4 personnes, il y en a 2000, il y en a 60 000 autres avec l'hépatite. C'est devenu une très grande histoire qui aboutit dans une enquête publique qui a duré 18 mois, que j'ai suivi tous les jours pour 18 mois. Ensuite, j'ai écrit un livre et ça aboutit dans 2,5 milliards de compensations. Alors, ça fait une différence. Ça n'a pas sauvé la vie de ces gens-là, mais ils ont eu un peu de compensation. Peut-être ça a changé le système sanguin, certainement. Peut-être ça. Mais moi, je ne l'ai pas fait tout seul. Mais j'étais juste chanceux d'être au début de cette histoire-là. Quand on a la chance de rester avec une histoire très longtemps, c'est très bien aussi. Mais encore, ça c'est rare de ces jours-ci. On n'a pas, les gens n'ont pas l'attention des lecteurs comme dans le temps. Ils vous laissent, OK, ça va prendre un an, l'enquête, vas-y, pour un an. Mais si je le faisais aujourd'hui, je serais en train d'écouter à chaque heure, ça serait pas bien. Parce que je n'ai pas le temps de lire les documents, la vraie nouvelle était cachée dans les documents. Voilà une longue, c'est comme ça. Ben, c'est la même chose, j'ai pris ça de passer chaque jour, oui, de faire un peu la différence. Des fois, on sort une nouvelle, puis oui, c'était même pas au courant que ça se passait de même. C'était tellement local que là, il y a une action qui va être posée, puis les choses vont bouger. Donc, le sentiment de faire la différence, c'est sûr. Sans jamais devenir militant, il faut faire attention dans notre travail de ne pas prendre quelque chose tellement à cœur qu'on devient comme un militant pour une cause. Mais on regarde notre objectivité un peu avant. Puis, on ne s'ennuie jamais, on apprend des choses chaque jour. Puis, une autre satisfaction que j'ai aussi beaucoup, c'est quand j'ai des étudiants qui font finalement ce métier-là, ou qui publient, ou qui font leur chemin, ça, c'est vraiment très satisfaisant. Je pense qu'on va devoir s'arrêter parce qu'il y a un autre groupe qui va venir pour un cours ici. Mais tout à l'heure, je disais, on va avoir bien trop de temps pour la discussion. Jamais on va pouvoir remplir toute cette période-là. Vous avez été très animés. Vous avez été très généreux de vos réponses, de votre présence aussi, de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous donne encore plus de plaisir à continuer à faire votre métier. J'espère que ça va inspirer aussi les vocations journalistiques. On en a besoin. Merci.